3 ans, 7 mois et 8 jours. C'est le temps qu'aura passé le lieutenant-général Philémon Yav Irung dans les cellules de la justice militaire avant que son procès n'entre véritablement dans sa phase décisive ce mois de janvier 2026. Devant la haute cour militaire de Kinshasa, dans une salle aux murs austères où résonne chaque mot prononcé, se joue bien plus qu'un simple procès pour trahison. Ce qui se déroule sous nos yeux, c'est un test de crédibilité pour une institution judiciaire militaire que le peuple congolais regarde avec un mélange de scepticisme et d'espoir désabusé. Bienvenue à Inside News Review. Au cœur de cette affaire, un message téléphonique fantôme, un SMS que personne n'a vu, que l'accusation ne peut produire, mais sur lequel repose l'intégralité des accusations de collusion avec le général rwandais James Kabarebe. Les audiences des 21, 22 et 27 janvier 2026 ont révélé au grand jour ce que beaucoup soupçonnaient déjà. La justice militaire congolaise navigue à vue dans un dossier où les preuves matérielles brillent par leur absence, où les témoignages se contredisent avec une régularité troublante et où la défense pose des questions que l'accusation peine à affronter. Cette analyse décortique les moments clés de ces audiences récentes, examine la solidité juridique du dossier, analyse les réactions d'une opinion publique fatiguée par des décennies d'impunité et pose la question centrale. Sommes-nous face à un procès équitable ou à un règlement de compte politico-militaire déguisé en justice? L'accusation contre Philémon Yav repose sur une prémisse simple mais explosive. Le général aurait reçu un message téléphonique de l'entourage du général rwandais James Kabarebe. Ce message aurait contenu une phrase assassine. Ce témoin bloque sérieusement notre projet, en référence au général Peter Chirimwami, alors gouverneur militaire du Nord Kivu. Selon le ministère public, Yav aurait non seulement reçu ce message, mais l'aurait également montré à Chirimwami lui-même, révélant ainsi son appartenance à un réseau de déstabilisation orchestré depuis Kigali. Or, lors de l'audience du 21 janvier 2026, la défense a posé la question la plus élémentaire du droit pénal. Où est ce message? L'auditeur général Likulia a alors avancé une explication qui a fait bondir les avocats de la défense. Je cite, « Le prévenu a refusé de nous fournir le code d'accès à son téléphone. C'est tout à fait normal que je ne sois pas en mesure de vous présenter le message par le fait du prévenu. » Cette argumentation soulève immédiatement plusieurs problèmes juridiques et techniques de premier ordre. Premièrement, en République démocratique du Congo, comme dans la plupart des systèmes juridiques modernes, la charge de la preuve incombe à l'accusation. C'est le ministère public qui doit établir la culpabilité, non l'accusé qui doit prouver son innocence. Deuxièmement, l'auditeur général affirme que les téléphones de Yav ont été saisis dès septembre 2022, date de son arrestation. Si tel est le cas, pourquoi les services de renseignement militaire, équipés de technologies d'extraction de données, n'ont-ils pas pu accéder au contenu de ces appareils en plus de 3 ans? Maître Carlos Mwapichi, l'un des avocats de la défense, a exposé cette contradiction avec une clarté chirurgicale lors de l'audience. Vous avez saisi 3 téléphones. Où sont les contenus? Nos services sont-ils incapables de pouvoir accéder à un simple iPhone? Cette question résonne avec une force particulière dans le contexte actuel. En février 2025, le Trésor américain a sanctionné James Kabarebe, le désignant explicitement comme l'architecte du soutien rwandais au M23 et du pillage des ressources minérales congolaises. Si Kabarebe est effectivement au cœur d'un réseau de déstabilisation aussi sophistiqué que le prétend l'accusation, peut-on croire qu'il communiquerait par SMS non crypté avec des généraux congolais? Et si ces communications existaient réellement, les services de renseignement militaire n'auraient-ils pas déployé tous les moyens techniques pour les récupérer, sachant l'enjeu stratégique d'un tel dossier? L'absence de ce message n'est pas un détail procédural. C'est le cœur même de l'accusation qui s'effondre. Le 27 janvier 2026, 4 généraux ont été appelés à témoigner devant la haute cour militaire. Leur mission,
confirmer que Philémon Yave avait bien reçu et transmis ce fameux message. Or, leurs déclarations ont révélé des contradictions si flagrantes qu'elles ont sapé la thèse de l'accusation plutôt que de la renforcer. Selon le procès-verbal d'instruction cité par la défense, le général Sylvain Ekenge avait d'abord déclaré qu'il avait entendu parler d'un certain Senkoko comme émetteur du message. Mais qui est Senkoko ? Aucun prénom, aucun passe-nom, aucune fonction précise. Lorsque la défense l'a interrogé sur ce point, le général Ekenge a alors changé de version, affirmant qu'il faisait allusion au secrétaire de l'Église catholique. Une réponse qui a plongé la salle dans la stupéfaction. Devant l'incohérence évidente, Ekenge a finalement rectifié. Non, il ne parlait pas d'un ecclésiastique, mais bien d'un proche du général Kabarebe. Le général Constant Ndima, quant à lui, a apporté une version différente. Selon lui, le message provenait directement de James Kabarebe lui-même, et non d'un intermédiaire. Il a affirmé que Philémon Yave lui avait montré son téléphone sur lequel se trouvait un message provenant d'un collaborateur du général rwandais James Kabarebe. Notez la subtilité. Ndima parle d'un collaborateur, pas de Kabarebe directement, mais pas non plus de Senkoko. Résumons. Selon les témoins de l'accusation eux-mêmes, l'émetteur du message serait tantôt Senkoko, tantôt le secrétaire de l'Église, tantôt le conseiller de Kabarebe, tantôt Kabarebe lui-même. Ces divergences ne sont pas anodines. Elles révèlent que les témoins reconstituent de mémoire des conversations dont ils n'ont pas la certitude absolue. Maître Mbwatichi a enfoncé le clou lors de l'audience. Vous avez parlé de moyens de preuve concordants. Ici, nous sommes en face de 3 déclarations contradictoires. Où sont ces éléments concordants ? L'auditeur général a répondu que les témoins viendront donner des précisions lors de leur audition publique. Mais ces précisions n'ont fait qu'aggraver les contradictions. Cette cacophonie témoignale pose une question fondamentale. Comment une justice doit-elle condamner un homme sur la base de témoignages aussi divergents ? Le Code de procédure pénale congolais exige que les témoignages soient concordants et cohérents pour constituer un faisceau de présomption suffisant. Or, ici, c'est l'inverse. Face à ces accusations, Philémon Yave a développé une ligne de défense cohérente et constante depuis le début de son procès. Il ne nie pas avoir reçu un message suspect. Il affirme même l'avoir reçu. Mais selon lui, ce message ne provenait pas de James Kabarebe ou de son entourage. Il s'agissait d'un message anonyme, une tentative de guerre psychologique visant à semer la confusion au sein des FARDC. Lors de son interrogatoire du 22 janvier 2026, Yave a déclaré « J'ai reçu un message faisant allusion à la collaboration entre les FARDC et les éléments FDLR. Mais c'était de la guerre psychologique. Combien de fois on nous a accusés de saper le moral des FARDC sur le plan international ? Nous avions une équipe vraiment costaud au niveau de l'état-major général qui était là pour démontrer que c'était faux. » Cette version des faits trouve une validation partielle dans les déclarations du feu général Peter Tsirimwami, le principal témoin direct de l'incident. Selon les procès-verbaux cités par la défense, Tsirimwami avait lui-même qualifié ce message de guerre psychologique. Or, Tsirimwami est décédé avant de pouvoir témoigner publiquement, privant ainsi le dossier de son témoin clé. Il est crucial de comprendre le contexte dans lequel ce message aurait été reçu. En mai-juin 2022, les FARDC menaient des opérations intenses contre le M23 dans le territoire de Rutshuru. Le général Tsirimwami était sur le front, coordonnant les manœuvres militaires. Dans une guerre moderne, les opérations de désinformation et de guerre psychologique sont monnaie courante. Les services de renseignement rwandais, reconnus pour leur sophistication, utilisent fréquemment ces techniques pour créer la méfiance entre officiers ennemis. Si l'on suit la version de Yave, le scénario est le suivant. Il reçoit un message anonyme accusant Tsirimwami de bloquer leur projet. Intrigué et soucieux de vérifier l'authenticité de ce message, il le montre à Tsirimwami lui-même pour avoir sa réaction. Tsirimwami rit, le qualifie de guerre psy
et les deux continuent leurs opérations. Mais l'accusation interprète ce même geste différemment. En montrant ce message à Sirimwami, Yav révélait qu'il faisait partie du complot. Cette interprétation soulève immédiatement une question logique que la défense a martelée. Si Yav était effectivement complice de Kabarebe, pourquoi montrerait-il un message l'accusant directement à la personne visée? Comme l'a souligné Maître Ngwapichi, s'il était de connivence avec les autres, il allait le garder pour en faire usage utile. Parce que lorsqu'une personne dérange, on est dans l'obligation de le mettre hors d'état de nuire. Cette logique élémentaire fragilise considérablement la thèse de la trahison. Pour comprendre pleinement ce procès, il faut le replacer dans son contexte politique et militaire. Philémon Yav n'est pas un général ordinaire. Surnommé le Tigre, il était l'un des hommes de confiance de Joseph Kabila. Originaire du Katanga, région longtemps considérée comme le bastion politique de Kabila, Yav a occupé des postes stratégiques sous le régime précédent. Son arrestation en septembre 2022 intervient dans un contexte de tension persistante entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur. Depuis la rupture de la coalition FCC-Cash en 2020, Tshisekedi a progressivement écarté les cadres issus du système Kabila, notamment dans l'armée et les services de sécurité. Plusieurs généraux proches de Kabila ont été mutés, mis à la retraite ou poursuivis en justice. Cette dimension politique alimente les suspicions de règlement de compte. Certains observateurs, notamment dans la société civile katangaise, estiment que le procès Yav est instrumentalisé pour affaiblir l'influence résiduelle de Kabila au sein des FARDC. Ils pointent du doigt le fait que d'autres généraux, issus d'autres régions et réseaux politiques, n'ont pas été inquiétés malgré des défaites militaires tout aussi problématiques. L'accusation, de son côté, rejette catégoriquement cette interprétation. L'auditeur général Likoulia a affirmé lors de l'audience que les poursuites reposent uniquement sur des faits objectifs et non sur des considérations politiques. Mais l'autorisation présidentielle requise pour poursuivre Yav, loin de rassurer, alimente les doutes. Pourquoi le président de la République aurait-il personnellement autorisé les poursuites si le dossier était aussi solide que le prétend l'accusation? Et si ces preuves existaient réellement, pourquoi l'auditeur général se trouve-t-il aujourd'hui incapable de produire le message clé devant la Cour? Ces questions nourrissent une lecture politique du procès que la justice militaire peine à désamorcer. Les audiences de janvier 2026 ont été suivies avec une attention soutenue par le public congolais, notamment via les retransmissions vidéo de médias comme Droit et Finance Afrique. Les réactions révèlent une opinion publique profondément divisée, mais unie par un scepticisme viscéral envers la justice militaire. D'un côté, une partie du public soutient le procès, estimant qu'il était temps de sanctionner les généraux soupçonnés de collusion avec le Rwanda. Ces voix, souvent proches du pouvoir actuel, soulignent que l'Est du Congo saigne depuis des décennies à cause de trahisons internes. Elles appellent à des sanctions exemplaires, certains évoquant même la peine de mort pour briser le cycle de l'impunité. De l'autre côté, une majorité de Congolais exprime un doute profond sur l'équité de ce procès. Cette méfiance repose sur plusieurs constats. Premièrement, l'absence de preuves matérielles. Dans un pays où les services de renseignement disposent de technologies d'extraction de données, l'incapacité à produire un simple SMS après 3 ans d'instruction semble suspecte. Deuxièmement, les contradictions flagrantes entre les témoins. Troisièmement, le passé de la justice militaire congolaise. Trop de procès se sont soldés par des acquittements ou des condamnations légères, même dans des cas de trahison manifeste. Cette méfiance s'est exprimée avec force sur les réseaux sociaux. Les commentaires sur les vidéos du procès révèlent une opinion publique fatiguée. On nous a promis la justice, on nous sert du théâtre. 3 ans de prison sans preuve, c'est ça la justice militaire? Il vaut l'acquitter comme tous les autres, vous verrez. Un autre sentiment domine,
la colère envers une armée gangrénée par des loyautés parallèles. Pour beaucoup de Congolais, le vrai problème n'est pas de savoir si Yav est coupable ou innocent, mais de comprendre pourquoi, après 25 ans de guerre à l'Est, les FARDC n'arrivent toujours pas à protéger le territoire national. Que Yav ait ou non reçu un message de Kabarebe, le résultat est le même. Goma est tombé aux mains du M23 en janvier 2025. Les ressources naturelles continuent d'être pillées et les civils meurent par milliers. Au terme de ces audiences de janvier 2026, un constat s'impose. Le procès Filémon Yav dépasse largement le sort individuel d'un général accusé de trahison. Il révèle les failles structurelles d'une justice militaire congolaise prise entre pression politique, faiblesse institutionnelle et défiance populaire. La première leçon de ce procès concerne la crédibilité de la justice militaire. 3 ans après l'arrestation de Yav, le ministère public se trouve toujours incapable de produire la preuve centrale de son accusation. Cette incapacité, qu'elle soit due à une négligence, à une incompétence technique ou à l'absence réelle de cette preuve, mine la confiance du public dans l'institution judiciaire militaire. La deuxième leçon porte sur la nécessité d'une réforme profonde de la justice militaire. Le fait qu'un procès aussi important ait pu être retardé pendant des années, faute de magistrats ayant le grade requis, illustre l'impréparation institutionnelle. Le fait que les témoins de l'accusation se contredisent aussi ouvertement révèle des carences dans la préparation des dossiers. La troisième leçon concerne l'enjeu de la séparation des pouvoirs. Tant que la justice militaire reste sous l'influence, réelle ou perçue, du pouvoir exécutif, elle ne pourra pas garantir l'équité des procès. L'autorisation présidentielle requise pour poursuivre les membres de l'ordre national crée une dépendance structurelle qui fragilise l'indépendance judiciaire. Ce procès nous pose, à nous citoyens congolais, des questions difficiles auxquelles nous ne pouvons plus échapper. Sommes-nous prêts à accepter une justice qui condamne sur la base de témoignages contradictoires et sans preuves matérielles au nom de la lutte contre l'impunité? Ou préférons-nous exiger une justice rigoureuse, même si cela signifie acquitter des suspects faute de preuves suffisantes? Sommes-nous capables de faire la distinction entre notre légitime exaspération face aux défaites militaires à l'Est et notre exigence d'un procès équitable pour chaque accusé, y compris ceux que nous soupçonnons? Et surtout, sommes-nous prêts à exiger de nos institutions une réforme profonde de la justice militaire pour qu'elle devienne enfin ce qu'elle devrait être, un instrument de justice au service de la nation, et non un théâtre où se jouent les règlements de compte politiques? Le verdict de ce procès, attendu dans les semaines à venir, dira beaucoup sur l'état de notre démocratie. S'il condamne Yav sans preuve solide, il confirmera les pires craintes sur l'instrumentalisation de la justice. S'il l'acquitte malgré les soupçons, il nourrira le sentiment d'impunité qui gangrène notre armée. S'il parvient à rendre une décision fondée en droit, respectueuse de la présomption d'innocence et de la charge de la preuve, il pourra redonner une once de crédibilité à la justice militaire. Le peuple congolais observe et le peuple congolais attend, non pas un jugement politique, mais une justice digne de ce nom. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse approfondie. Nous continuerons à suivre ce procès jusqu'à son terme, avec la rigueur et l'impartialité que vous êtes en droit d'attendre de nous. Partagez cette analyse, débattez-en, vérifiez nos sources, car une nation informée est une nation qui peut exiger des comptes. Que la vérité triomphe pour le bien de notre nation.